Hello tout le monde et bienvenue dans Mode éclairé épisode 4. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la haute joaillerie avec EDN. Cette Québécoise a créé sa maison éponyme il y a plus de 20 ans. Elle raconte des histoires en proposant des bijoux qui sont de véritables œuvres d'art. Vous allez voir, son parcours il est assez atypique parce que sa vocation est plutôt tardive. Mais aujourd'hui, elle propose des expériences mémorables à ses clients. Et moi, ce que j'aime chez elle, c'est justement le lien qu'elle tisse avec eux. On part à sa rencontre tout de suite, c'est parti. Bonjour EDN. Bonjour Eleonore. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors moi, ce qui m'a intéressée dans votre parcours, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger avant, c'est que finalement, vous avez emprunté plein de chemins professionnels différents au cours de votre carrière pour revenir à cette révélation peut-être à l'art que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, parce que le point de départ, c'est vous à 12 ans devant la Vénus de Botticelli. Racontez-nous. Oui, tout à fait. En fait, je suis québécoise, hein? Donc je suis la seule joaillière québécoise de rue de la Paix à Paris. J'adore dire ça. À 12 ans, j'ai eu la chance de venir en Europe. Et on a fait un tour en France, on est descendu à Florence. Et j'ai été complètement bouleversée, en fait, quand on est arrivé, donc on était dans le Palais des Offices, et lorsqu'on est arrivé devant la naissance de Vénus de Botticelli, en fait, j'ai écouté la guide pendant plus de 20 minutes. Vous avez été émerveillée. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, ce tableau m'a appelée. Ce tableau m'a appelée. D'ailleurs, aujourd'hui, la manière dont je pratique la haute joaillerie est issue aussi de ce qui m'est arrivé à 12 ans, que ce soit d'introduire quelqu'un ou de montrer un tableau ou un bijou, à partir du moment où tu expliques toute la symbolique qui est en dessous, parce qu'on est entouré de symbolique absolument partout. Oui. Et à partir du moment où quelqu'un exprime le sens qui est soutenu par l'art, parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui te transmet sa vision du monde, et je considère qu'on en a vraiment besoin. Si on parle que d'argent, on va dans le mur. Et on a vraiment besoin d'avoir d'autres personnes qui nous transmettent leur vision pour nous enrichir nous-mêmes et ouvrir notre esprit. Pourtant, vous n'avez pas baigné dans le milieu de l'art, puisque je crois savoir que votre famille, c'est une famille de scientifiques au départ. Et d'ailleurs, vous avez pris le chemin vers les études de sciences physiques. Oui. D'abord, j'ai fait un DUG en sciences physiques au Canada. Et c'était trop facile, donc ça arrive. C'était trop facile pour vous. Oui. Les équations mathématiques, la logique, tout ça. Mais j'adorais ça en fait. Oui. La physique, la chimie. Je trouve extraordinaire comment l'univers fonctionne. À la fin de mon premier diplôme, c'est là où j'ai eu envie de changer complètement. Et je suis partie en histoire de l'art, aux grandes dames de mon père. Et j'ai fait mes études en art contemporain à Montréal. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que j'allais accomplir mon premier rêve, qui était de venir étudier ici à Paris. Parce que mes 12 ans m'ont laissé une trace. Donc, je suis venue étudier à la Sorbonne. Donc, j'ai écrit une thèse sur tous les rapports entretenus entre le cinéma et les arts plastiques de 1894 jusqu'au moment où j'ai déposé ma thèse. Parce que le cinéma aussi, vous aviez oui. une affinité particulière avec le cinéma ? Ah oui, beaucoup. Ça, mon père était un cinéphile. Il faisait partie d'une association, tout en étant chimiste. Il faisait partie d'une association où il mettait des notes sur les films. Donc, c'était reconnu par l'ensemble du Québec. Donc, ça, c'était très drôle. Donc, j'étais initiée par mon père au niveau du cinéma. Et racontez une histoire à travers votre art. Et on va le voir dans quelques instants. Et vous allez nous montrer aussi des pièces. Mais donc, vous avez fait des études, une thèse, donc cinéma, art. Et ensuite, quel a été votre premier job à la sortie de vos études ? La première, mon Dieu, ça remonte à loin. La première, j'ai travaillé au Centre Pompidou, donc au musée, et où j'étais responsable, j'étais coordinatrice du festival de films sur l'art, comme c'était ma spécialité. Oui, c'était votre spécialité, oui. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a amené petit à petit à aller au bureau du cinéma du ministère des Affaires étrangères français. Donc j'ai fait des programmes de films que j'ai fait tourner à travers le monde. Et de là, des grands actionnaires français m'ont demandé si je pouvais reprendre une société de long métrage qui était en difficulté ici à Paris. Il y avait 2 procès, il y avait une dette assez importante. Et j'ai accepté. Mais là, du coup, on bascule dans complètement autre chose. Le cinéma. On bascule de l'histoire de l'art, on bascule carrément dans le cinéma. Et d'ailleurs, avant que ces actionnaires me demandent de reprendre cette société de long métrage, je suis devenue producteur de documentaires pour la télévision ici à Paris. Okay. Et de là, en fait, je suis partie dans cette société de long métrage. Et je l'ai totalement transformée en 6 mois. Et on est en 96 et j'ai créé une des premières sociétés Internet en France.
Ça a l'air idiot de dire ça aujourd'hui en 2025, là. On est en 96. Oui. Et en 96, je savais qu'Internet allait bousculer l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes actionnaires, messieurs, si vous voulez gagner de l'argent en masse, dans le texte, hein, j'ai dit, il faut faire de l'Internet. Donc on m'a dit de l'Inter quoi? Et j'ai dit de l'Internet. Ça, c'est génial parce que vous avez ce côté à la fois très visionnaire et très pragmatique. Parce que c'est ce qui va vous emmener dans le coaching d'entreprise. Là encore, on s'éloigne un peu plus, mais on va retrouver après l'artiste. Vous allez nous montrer l'artiste qui était en vous depuis le début. Mais le coaching d'entreprise, vous m'aviez dit en préparant cette émission que vous aimez bien sûr donc écouter les gens, mais vous auriez pu être psychologue. Vous aimez trouver les solutions aux problèmes des gens. Oui, oui. Donc notamment dans l'entrepreneuriat. C'est drôle, c'est joli ce que vous dites. Hein. C'est très joli. Hein. C'est drôle de voir la perception de sa propre vie sous le regard de quelqu'un d'autre. Oui. C'est fabuleux d'écouter la vie des gens. J'avais réalisé par mon coach qu'à partir du moment où tu parles, tu vas chercher les freins de l'autre, tu vas chercher ses freins et que tu trouves une solution, c'est là où ta concurrence est rapidement dépassée compte tenu que tu as vu clairement où est ton frein et que tout le monde vit dans le même métier. Et c'est fabuleux à découvrir, c'est fabuleux à mettre en place parce que c'est extrêmement efficace. Ça veut dire que finalement, quand tout va bien, on est un peu au ralenti. Oui. On n'avance pas. C'est quand il y a des freins, il y a des difficultés. Oui, quand il y a des difficultés dans la vie que là, forcément, il faut s'activer, il faut se bouger pour trouver une solution et que là, donc ça, c'est un aspect assez intéressant. J'ai fait une bague là-dessus. J'ai fait une bague qui s'appelle La Belle et la Bête. Parce que malgré son âge, il ne faut jamais perdre espoir que tes rêves les plus fous se réalisent. Parce que la bête est bien devenue prince, parce qu'elle lui a dit « je t'aime » avant que la fleur ne meure. Et j'ai créé cette fleur en tourmaline rose, sous un dôme de cristal, entourée de ronces qui représentent les difficultés de la vie, que j'ai parsemée de diamants parce que ça vaut cher, c'est ce qui nous construit. Parce que nos difficultés nous construisent, mais les joies nous remplissent, mais ce sont les difficultés qui nous construisent. On arrive maintenant à un point très important dans votre carrière, dans votre vie personnelle aussi, c'est cet accident que vous avez eu en plongée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote qui a lancé Maison EDN? En 2003, mon nouveau compagnon, qu'on dit chum au Québec, parce que c'est plus simple. Et on adore cette expression. Savoir si on est marié ou pas, là, ça n'a aucune importance. C'était mon chum à l'époque. Et il m'a invité à faire une plongée. Et je lui ai dit une vraie plongée, là, avec les bonbonnes. Et je lui ai dit, je veux bien, mais je n'ai jamais plongé de ma vie. Il dit, c'est pas grave, allez, viens. Et on va au lac Majeur. Et tu ne plonges pas dans le lac parce qu'il est beaucoup trop noir. Donc, tu plonges dans les rivières qui alimentent le lac. On met la voiture à 5 km du lac. On met la combinaison parce que c'est très froid. On met les bonbonnes sur le dos. Et on a à descendre des falaises de 50 mètres de haut à pied. Et si tu n'es pas mort arrivé en bas, ben, tu plonges dans à peu près 20 mètres d'eau. Déjà, vous étiez effrayée quand même à l'idée de faire ça. C'était... il faut être en forme. Oui. Il faut être en forme. Puis aussi, c'est que j'ai jamais plongé de ma vie. C'est ça. C'était une première. Et respirer dans l'eau, c'est déjà quelque chose de phénoménal. Et c'est sûr que c'est extrêmement régressif. Mais il s'est avéré qu'au bout de 20 minutes de plongée, des plongeurs sont passés et plus aguerris. Ils ont soulevé des alluvions. Je voyais absolument plus rien. Panique. Même pas ma propre main devant mon masque. Et sans m'en rendre compte, je me suis ramassée à la surface de l'eau. Ma tête sort du courant, je suis prise entre ces falaises, il n'y a pas de rivage. Et en fait, je suis en détresse, je ne vais pas bien. Et mon moniteur se met à ma recherche, il finit par me trouver et il me dit, il faut que tu replonges, il faut que tu replonges. Et comme je suis une scientifique à la base, c'est pour ça qu'en fait, la vie est un fil rouge. Et comme je suis une scientifique à la base, je reconnais que malheureusement, je dois replonger. Oui. Vous avez compris que là, c'était vital. J'ai une trouille d'enfer et je replonge. Et arrivé en fond de l'eau, je vais tellement mieux, je suis tellement surprise que je me retourne et c'est exactement à ce moment précis qu'il y avait le soleil derrière un arbre en haut de la falaise qui a fait un phénomène de réfraction. J'étais entourée d'un arc-en-ciel qui a transformé tous les cailloux en dessous de moi en saphir, rubis et émeraude. J'ai fait, c'est un signe, je vais devenir joyeuse. Et là, vous repartez avec facilité dans les études, dans une formation de bijoutière, de joaillière. Oh, j'ai adoré ça. C'est vrai? Oh, j'ai adoré ça. Je veux dire, 2 semaines après, j'étais assise sur les bancs d'école de gémologie à Paris et j'ai fait, au lieu de faire une fois par semaine pendant 4 ans,
La formation est sur 4 ans. J'ai fait tous les jours. Donc, j'ai fait en 5 mois mes 4 ans d'études. Oui, et puis j'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des multitudes de possibilités. C'était infini, en fait, la joaillerie dans la création de bijoux. C'est ça aussi qui est plaisant. Oui, c'est même... c'est illimité. Je veux dire, oui, c'est ça. C'est extraordinaire de voir ce que la Terre produit. Parce que c'est la Terre qui produit ça. Hein. C'est pour ça que je ne préconise pas, moi, les pierres qui viennent de laboratoire. C'est vraiment toutes des pierres naturelles. Et c'était tellement extraordinaire qu'à mi-parcours, j'ai décidé, donc en décembre 2003, j'ai vraiment eu le désir de fonder une maison de haute joaillerie. Et malgré que j'avais 45 ans, que j'y connaissais strictement rien du tout, je ne suis même pas française, je suis québécoise. J'ai pas un sou parce que j'ai eu un divorce très compliqué et j'avais aucun fonds. Et je suis une fille dans un monde d'hommes. Et malgré tout, j'ai fondé ma maison en la nommant EDN. Vous avez donc donné le nom d'EDN à votre maison de joaillerie, de haute joaillerie, qui n'est pas votre prénom, c'est le prénom de votre grand-mère. Mais vous avez dit un jour, maintenant, tout le monde m'appellera EDN. Oui. Vous avez renoncé à votre prénom de naissance. Oui, et ça aussi, en fait, tout ce que je fais, il n'y a rien de calculé. C'est très étrange. Quelque part, je me sens un peu guidée parce que quand j'ai eu 50 ans, j'ai donc loué un bateau sur la Seine et j'ai réuni 100 personnes sur le bateau. Donc, on a quitté le quai. Et j'ai pris le micro pendant plus d'une heure. Bon, le champagne coule à flot, hein. Mais pendant plus d'une heure, j'ai commencé en disant « Je suis arrivée en France sans personne. Je suis aujourd'hui entourée de 100 personnes. J'ai fondé une maison de haute joaillerie. » Totalement inattendu. Hein. Et en fait, j'ai trouvé le vrai sens de ma vie. Donc, j'ai expliqué pourquoi ces 100 personnes étaient sur le bateau. Et à la fin, j'ai dit « Maintenant, je me rebaptise pour la seconde moitié de ma vie et je prends le prénom de ma grand-mère. » Donc, je m'appelle EDN pour tout le monde. Vous faites beaucoup parler vos sentiments à travers votre métier et donc la maison EDN se base là-dessus. Est-ce que c'est ici, là on se trouve dans vos bureaux, c'est ici que vous accueillez vos clients et vous présentez vos collections? Alors, on parle peut-être pas de collection d'ailleurs, hein, on est sur du sur-mesure, mais comment ça se déroule? Premièrement, il faut avoir mon numéro de téléphone. Et les gens ont mon numéro de téléphone toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Et parce que dès le début, quand j'ai créé la maison, la philosophie de ma maison, c'est de recréer du lien dans ce monde de fou. Donc ça, c'était vraiment ce qui sous-tend toutes mes actions. La deuxième, quand je définis ce qui est mon métier, c'est que je suis un témoin. Donc c'est vraiment ce que je fais. Mon médium, c'est d'utiliser de l'or et des diamants ou des pierres précieuses. Quand les gens, quand on a l'opportunité de pouvoir se rencontrer, par exemple, vous, Éléonore, si vous voulez une pièce signée EDN, je vais vous poser plein de questions, comme vous faites en ce moment, on fait l'inverse. Et qui vous êtes, ce que vous faites, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, qu'est-ce que vous pensez de l'humanité? Voilà. Et en fait, entre 1 heure et 2 heures d'entretien, je finis par dire, ça suffit, j'ai vu, et je transforme en signe ce qui me bouleverse dans ce que j'ai entendu. Donc, je vous redonne une pièce de haute joaillerie dans laquelle sont inscrits des signes et des symboles qui parlent de votre vie. Plus que d'être vu, votre client ici, il est écouté. Hein, c'est ce que vous aimez mettre en avant. Oui. Donc finalement, si moi demain je viens et que je sais que je veux par exemple un bracelet, vous allez me dire ok, un bracelet, mais donc on discute, on va voir, et vous allez tirer de mon témoignage un élément bien spécifique qui va faire finalement le bijou en lui-même. Quand je fais des pièces sur mesure, on appelle ça des portraits joailliers. Oui, hein, puisque c'est un portrait du client. D'ailleurs, il y en a qui en possèdent une dizaine, puisque la vie est multiple. Hein. Maintenant, je n'ai pas de pièces avec moi de mes clients, puisque c'est eux qui les portent. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a très peu de choses sur les réseaux, parce que c'est à mes clients de montrer leurs propres pièces. C'est important. Donc, 80% de notre activité, c'est de faire des portraits joailliers. Et que ce soit ici, ou que ce soit à Londres, au Japon, là, on s'en va à New York dans 10 jours. Donc, je rencontre les gens soit chez eux, soit dans leur bureau, ou encore ceux qui passent par ici. Mais 20% de notre travail, on réalise des pièces où on est inspiré par notre mémoire collective. Parce que j'ai réalisé dans tous mes voyages, qu'on a tous les mêmes sentiments, absolument les mêmes. C'est juste le degré de perception qu'on a de l'émotion de l'autre qui change en fonction de la culture. Au Japon, tu ne te touches pas. Ça ne se touche pas du tout. Hein. Mais il y a tellement d'émotions, par exemple, dans le travail de la maison,
qu'il y a des Japonais qui m'ont pris dans leurs bras en pleurant. Ah oui, donc Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. très Donc, on a inattendu. les mêmes émotions, absolument sûr. les mêmes. Et la pièce que je vais vous présenter, c'est un bracelet constitué de feuillage qui est comme un tatouage très, très, très près de la peau pour représenter cette main de l'homme. Et l'or est thermoconductible, donc il devient très chaud. Très chaud, forcément. Donc, il n'y a pas de batté en dessous comme on fait dans la haute joaillerie. C'est vraiment une sculpture de feuillage qui entoure le poignet. Alors, Donc, je vais vous montrer. montrez-moi ça. Donc, voilà. Donc, Donc, voilà. alors, c'est magnifique. Il se règle quand même, il s'adapte à chaque poignet ou Il peut peut s'adapter. Oui. Il n'y a pas de structure en dessous, c'est ça que vous Non, m'aviez raconté, non, non. hein, c'est-à-dire Il que est vraiment libre, c'est vraiment une sculpture à part entière. En plus, si on fait attention, on se rend compte qu'il y a une panthère. Il y a la forme d'une panthère qui est dissimulée à l'intérieur. Voilà. Et qui est la représentation de la séduction. quand vous livrez les bijoux, ce n'est pas uniquement dans un simple écrin, vous les proposez dans des tableaux aussi pour que les clients puissent poser ensuite leurs bijoux à la fin de la journée et qu'ils puissent être exposés à la maison, quoi. C'est ça qui est chouette aussi. Une de mes clientes m'a demandé de lui faire un bracelet, des boucles d'oreilles et une bague sur le thème du papillon. Donc, j'ai pris comme symbole le papillon qui va de Californie, donc le monarque, le rouge et noir, là, qui va de Californie jusqu'au Québec en 3 générations, en 9 mois, qui pleuvent, qui gèlent, qui grêlent. Donc, ils y vont. Et en fait, pour moi, c'est un symbole extraordinaire de ténacité, de suivre tes intuitions, hein, ça te dépasse, et tout ça dans la grâce. Moi, pour moi, la grâce est d'une importance capitale, de ne pas détruire les autres pour atteindre des objectifs. Et donc, cette femme est une femme extraordinaire, américaine, qui habite Londres. Elle se reconnaissait dedans. Et c'est elle la première, au bout d'un an, qui me dit « Ah, EDN, en fait, j'adorerais les voir tous les jours. » Et c'est comme ça que je vais décider de lui faire une sculpture murale, donc avec un panneau de bois couvert d'or, sur lequel j'ai apposé de la réelle écorce d'arbre. J'y ai fiché sur trembleuse 75 papillons en or qui bougent tout le temps. Et là-dedans, vous ne vous en rendez pas compte, mais sont insérés son bracelet, ses boucles d'oreilles et sa bague. Donc on a l'impression d'arriver de voir une œuvre d'art, un tableau en relief. Oui. Et en fait, la personne peut aller chercher ses boucles d'oreilles, son collier. Oui. Quand elle sort, elle les met, et puis quand elle n'a pas besoin, elle les remet. En fait, il y a les niveaux d'émotion, il y en a plusieurs. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui a voulu offrir un cadeau pour l'anniversaire de mariage avec son épouse. Alors, j'ai fait une pièce qui, bien sûr, a un sens, encore une fois, dans le vocabulaire EDN, qui est le symbole de l'engagement. Parce que pour moi, le lierre, encore une fois, ça pousse le long des murs, tout comme croît une relation. Et si tu arraches le lierre du mur de briques, ben, tu casses le mur. Oui, ça s'effondre. Tout le monde a vécu ça. Donc, j'ai fait une pièce avec le lierre et je l'ai livrée en plus dans une boîte entourée de feuilles de lierre. Et il y avait la bague au milieu et c'est entouré de feuilles de lierre et ça bouge. Quand lui est arrivé en premier avec sa boîte, là, avec son épouse, et elle voit la boîte en disant « Oh mon Dieu, dis-moi pas que c'est... » Oui, c'est un bijou. Elle ouvre la boîte, elle ne comprend plus rien parce que tout bouge. Donc, il y a cette surprise et ce jeu, hein, c'est fondamental hein, de jouer. Quand elle a le bijou en tant que tel, celui-là, entre autres, il y avait au milieu des 2 feuilles pavées de diamants, il y avait un saphir de 12 carats. Et de voir ce bijou. Mais à l'étage supérieur, c'est quand lui dit « Attends, c'est pas le tout, là. Il faut que je te dise pourquoi c'est du lierre. » Et qui lui dit « Je m'engage à nouveau tellement je t'aime. On a construit jusque-là et je continue à m'engager auprès de toi. » Donc, vous imaginez la montée en puissance au niveau émotionnel. Il y a une histoire qui se crée, qui débute même au moment où on offre le bijou. Ça, c'est formidable. Oui. C'est une prouesse aussi de pouvoir avoir plusieurs disciplines techniques, notamment sur ces œuvres d'art, ces écrins, qui sont fabriqués en collaboration avec un meilleur ouvrier de France, c'est ça? Oui, c'est effectivement Moff. Il a juste 3 clients, donc très connus. Et c'est extraordinaire les écrins qu'il nous fait, parce que chacune des pièces est absolument hors norme. Bien sûr. C'est rarement... Bon, pour faire une bague, bien sûr, c'est un écrin avec une bague. Mais quand on vient y ajouter d'autres éléments, comme j'ai fait une collection à Hong Kong, où j'ai transposé 7 contes chinois. Et les 7 contes chinois sont dans des écrins qui bougent, comme des chaises berçantes,
pour que tous les éléments qui sont sur trembleuse autour des bijoux soient toujours en train de bouger. Donc, les gens en Chine, mais ils ont adoré voir ces pièces, ces écrans. Et c'est toujours mon MOF qui m'a fait ces écrans et qui trouve que je suis complètement capotée. Là. Non, mais la notion de jeu, elle est intéressante aussi. C'est très captivant, en fait. Et on a toujours envie d'y revenir. Quoi. Oui. Et puis après, ça s'est étendu à faire travailler des artisans d'art aussi. Par exemple, la sculpture de lierre, on l'a fait avec un artiste qui s'appelle Maxime Lys, qui fait des choses extraordinaires en acier. Et je lui ai dit, voici le bijou, et il faut que le bijou soit perdu dans une cascade de lierre d'1,20 m. Et il ne faut pas qu'on le voie, parce que mon défi, c'est ça. Dans toutes les œuvres qu'on réalise, dans toutes les sculptures, on ne sait pas où est le bijou. Puis il y a aussi, au-delà du croquis qu'on voit derrière vous, il y a aussi une personne avec qui vous travaillez, on en a discuté tout à l'heure avec une de vos collaboratrices, c'est une gouacheuse, c'est quelqu'un qui vient vraiment dessiner, peindre le bijou, lui donner un effet hyper réaliste pour qu'on se projette, c'est formidable. C'est essentiel. C'est essentiel, ça, oui, bien sûr. Moi, je fais une esquisse avec toute la symbolique à l'intérieur. Et après, on le fait en gouaché pour que là, il puisse se projeter correctement avant de fabriquer. Parce que changer un gouaché et de changer une pièce en métal, c'est pas pareil. Maison EDN est à un tournant de son histoire aujourd'hui. Je crois savoir que vous voulez développer, en tout cas communiquer un petit peu plus sur la marque. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines? Alors ça, je trouve ça assez excitant en fait, parce qu'on a été secret pendant 22 ans. Et compte tenu aussi du contexte mondial aujourd'hui, parce qu'on est partout, hein. On est au Japon, on est au Moyen-Orient, en Amérique. Et aujourd'hui, c'est essentiel de communiquer. Et ce qui fait que là, nous sommes en train de démarrer une campagne sur la maison EDN avec vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire les portraits joailliers et les tableaux dans lesquels sont nichées des pièces de haute joaillerie. Donc là, maintenant, on a décidé que d'où le fait que j'en parle avec vous, hein, parce qu'on a gardé secret depuis 2016. Et ça, c'est d'une part. Et de l'autre aussi, j'ai pris la décision il y a 4 mois. La maison EDN sera présente dans 5 lieux choisis à travers le monde. Donc dans des boutiques, des grandes department stores, c'est ça ou... Ça dépend du lieu, ça dépend du pays. Mais effectivement, on vient de signer avec un department store au Japon, à Tokyo. Là, on est en train de négocier un à New York. Au Moyen-Orient, on est aussi en négociation. À Paris et à Londres. Il y a 20 ans, quand j'ai créé la maison, je savais qu'à un moment donné, certaines personnes voudraient se distinguer et pas nécessairement avoir les marques. Parce qu'aujourd'hui, les marques se sont tellement répandues qu'il y a certaines personnes qui maintenant ont envie de s'en détacher et d'être reconnues pour son regard et pas nécessairement son appartenance à une tribu. Et ça, je le savais il y a 20 ans. Dans les 5 lieux, vous aurez une collection de papillons qui est mon fil rouge. Voilà. Donc, on retrouvera, que ça sera identitaire, attaché à la maison EDN, ces papillons qui volent, ils sont vraiment fabriqués comme s'ils étaient en train de s'envoler. Mais cette collection sera toujours accompagnée d'une deuxième qui, elle, est un hommage rendu au pays. Sur le Japon, et c'est ça que les Japonais ont absolument halluciné, je rends hommage au regard japonais face à la beauté. Je veux dire, c'est un pays qui est d'un niveau d'élégance raffinement extraordinaire. Et tout ça dans une simplicité de gestes. C'est extraordinaire. Donc, je rends hommage. Les pièces la collection que je réalise pour eux rend hommage à ça. Donc, la collection sera différente pour le Moyen-Orient, pour l'Angleterre. La France, nous l'avons déjà aussi dessinée. Et nous avons dessiné aussi celle des États-Unis. Dernière question, EDN. Que diriez-vous à la petite fille de 12 ans qui s'est retrouvée émerveillée devant la Vénus de Botticelli si vous étiez avec elle aujourd'hui? De croire que la vie peut être extraordinaire. Quel que soit le chemin qu'on emploie, c'est tellement inattendu. Et quel que soit le monde dans lequel on vit et les époques. C'est extraordinaire. Je dis toujours, depuis que j'ai fait cette plongée, qu'en fait, pour tous ceux qui ont la force de traverser le chaos, on découvre des surprises auxquelles on se serait jamais attendu. Jamais. Donc, il faut se laisser surprendre et il ne faut pas avoir peur de sortir de la piste de ski qu'on utilise tout le temps. C'est dans la neige folle qu'on découvre des choses extraordinaires.
Merci beaucoup de De nous rien. avoir partagé votre histoire. Voilà encore une histoire très inspirante. J'espère qu'elle vous aura marqué autant que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Mode éclairé. À très vite. Je vais appuyer sur votre petit boîtier. Malice. Oui, et puis je me suis... pardon. Oui, pardon. Parce que là, quand il fait clac-clac comme ça, c'est qu'il monte.